Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes dans la tranche politique de la semaine et l'homme que nous recevons était d'abord un homme de presse avant de devenir homme politique. On va dire que la politique et le journalisme ont un vent de pair, mais bon, quelquefois la transition peut être très difficile. La sienne, il va nous expliquer comment il l'a faite. Et ensuite, nous entrerons dans ce qui se passe aujourd'hui dans son pays, la Côte d'Ivoire. Il y aurait du rififi à quelque part entre les amis d'hier qui sont en train de basculer vers l'inimitié. Il est donc venu pour nous l'expliquer. Lui, c'est Christian Vabé. Bonjour Christian. Bonjour Jackie. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Très bien habillé, hein? Merci. On dirait un lord écossais. On dirait un sapologue. Un sapologue. Non, c'est juste qu'on prend notre travail au sérieux. Parce qu'on doit donner l'exemple aux futures générations. Donc il faut qu'on soit basketteur, footballeur, balayeur. Il faut vraiment inspirer, il faut vraiment donner. Il faut vraiment montrer qu'on aime ce qu'on fait. Et on se prend très au sérieux. Désormais, c'est moi le vrai ivoirien. Regardez, j'ai la couleur du pays. Et lui pas, donc c'est moi le vrai ivoirien. Voilà, mais je vois bien. Hein. Alors, Christian, qui est-ce que je reçois aujourd'hui? C'est l'homme politique ou c'est l'homme de presse? C'est l'homme politique parce que c'est vrai que je reste patron des presses. Parce que forcément, c'est ma profession. Avant d'arriver aux affaires, il faut partir de quelque chose. Il faut que les Ivoiriens sachent que tel homme politique a un passé de patron des presse des journalistes. Donc je reste propriétaire d'Ivoire Business, qui est le plus grand journal aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et de la diaspora et panafricaine. Mais c'est vrai que mon activité quotidienne, c'était une activité de leader politique national. Je suis l'un des principaux leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire, président de mon parti, du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. On va en parler. Voilà, tout à fait. Alternative crédible RPCIAC. Et donc, mais je reste toujours président d'Ivoire Business, et avec qui est un journal qui a une centaine de collaborateurs départ le monde et qui apporte l'information en temps réel. Parlant de collaborateurs, on va dire les choses car sur JMTV+, on dit tout. J'en fais partie désormais. Je publie également sur Ivoire Business, mais c'est pas pour cela que je ne lui poserai pas de vraies questions. Je lui poserai des vraies questions, il donnera ses réponses, mais il aura droit à des vraies questions. Par ailleurs, il est aujourd'hui patron d'un parti politique, mais sachez que tous les partis politiques ivoiriens sont les bienvenus sur le plateau de JMTV+. Même M. Alassane Dramane Ouattara est le bienvenu sur ce plateau. Ses partisans également. Christian, on va commencer par les petites phrases. J'en ai noté quelques-unes comme ça. Rassemblement des peuples de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Est-ce que cela signifie que les autres partis ne sont pas des alternatives crédibles? Ah non, c'est pas ce qu'on veut dire. On veut simplement dire que nous portons, nous, cette valeur. Nous la mettons en avant. D'autres peuvent la mettre en avant. Mais nous, la particularité de le dire publiquement, d'en assumer les conséquences et les résultats. Et donc, dans notre comportement, dans nos idées, dans nos déclarations, dans nos manifestations, on montre que nous sommes la future alternative à la politique actuelle en Côte d'Ivoire, avec nos alliés forcément. Et on est même heureux que nos idées réussissent à influencer nos partenaires, nos alliés politiques. Donc, c'est ça. C'est un ensemble. Mais nous portons effectivement cette alternative crédible. Christian, vous me voyez pas hier, mais j'étais toujours là dans les coulisses. Aux premières heures de la résistance ivoirienne au sein de la diaspora ivoirienne de France, j'étais souvent dans l'ombre. Je n'avais pas de caméra, je vous observais. Et vous, et votre petit frère, et un certain Abel Naki, voilà, les quelques-uns j'ai vu, il y a aussi le brun, la clé de peau, j'oublie son nom. Willy Bla. Willy Bla. Vous étiez au premier rang des contestataires. Aujourd'hui, vous avez créé un parti politique qui dit être l'alternative crédible. Est-ce que pour vous, le FPI est donc mort? Alors non, pas du tout. Nous sommes aujourd'hui fiers de brandir notre alliance avec le FPI de Laurent Gbagbo. Vous avez une alliance avec le FPI? Une alliance avec le FPI de Laurent Gbagbo. Chers téléspectateurs, ça, ceux de JMTV+, vous ne savez pas peut-être, suivez. Ah oui, bien sûr, tous les Ivoiriens le savent. Pourquoi? C'est cette raison que aux premières heures de la lutte, on a créé beaucoup d'alliances. Le tout sauf Ouattara, ça vous dit quelque chose? C'était l'une des premières coalitions mises en place, dont le RPCAC a été l'initiateur. Et donc après, ça aboutit à la CNC, pendant l'élection présidentielle. Le RPCAC était membre à part entière de la CNC,
dans laquelle figurait, comment dirais-je, le parti de Laurent Gbagbo. Moi-même, qui suis là, j'étais vice-président chargé des relations extérieures au sein de la CNC. Et c'est pour vous dire que toutes les coalitions mises en place en Côte d'Ivoire, nous en faisons partie aux côtés du parti de Laurent Gbagbo, dont nous sommes fiers, nous le disons, alliés de ce parti. Voilà. On peut donc aisément dire que le FPI est aussi une alternative crédible. Oui, nous le disons parce que c'est notre allié. D'accord. Non, vous êtes leur allié, ils étaient là avant vous. Oui, forcément. Mais c'est même pour ça que l'Atlantique, ça veut dire quoi? Il y a comment dirais-je, une nouvelle génération qui se met en place. Heureusement. Parce qu'il faut savoir que les pères, Laurent Gbagbo, tout ça, ce sont nos pères, Alassane Ouattara, l'économie. Mais il faut que la relève soit assurée. Nous faisons partie de la nouvelle relève aux côtés des anciens, des gens qui sont expérimentés. Donc, nous sommes fiers de savoir que nos idées sont prises en compte par nos alliés qui ont beaucoup d'expérience, auprès de qui nous apprenons justement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle coalition EDS, Ensemble pour la démocratie, qui s'est mise en place et dans laquelle le RPCAC prendra toute sa part le moment venu. Mais déjà, nous avons reçu, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le vice-président de EDS, le docteur Bogasako, président de GRAD Afrique, président de la FIDOP International, qui est vice-président de EDS. C'est pour vous dire que toutes les coalitions qui se font en Côte d'Ivoire se font avec le RPCIAC. Il y a un peu trop de présidence chez vous les Africains. Hein. Chacun est président de quelque chose là. Non, c'est-à-dire que on ne peut pas dire responsable de quelque chose seulement. On dit président, ça fait beaucoup finalement, ici, non? Même ici, il y a président des En Marche. Emmanuel Macron est président des En Marche. Mélenchon est président du Front. Vous savez, Donald Trump est président de la République. On va arriver là-dessus. Il y a trop de présidents ici, il y a trop de présidents chez vous. C'est quand même que les hommes politiques en Afrique copient tout en France. C'est bizarre, on va arriver là-dessus. Alors, Christian Fabien, pourquoi créer un mouvement en France? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas retourner en Côte d'Ivoire que vous fédérez un mouvement étant sur la place parisienne? Pourquoi pas chez vous? Alors, c'est clair qu'on a vraiment commencé à faire la politique au lendemain du 11 avril 2011. Le 11 avril 2011, et il faut préciser pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jour où Laurent Gbagbo, président de la République élu et installé par la Cour constitutionnelle, fut renversé par des hommes de l'armée française, commandités par Nicolas Sarkozy. J'en prends la responsabilité en le disant. Est-ce que c'est bien cela? Absolument. Donc, quand nous faisons la politique, à l'époque où j'étais patron d'Ivoire Business, pas encore président des partis politiques, mais dès lors qu'on prend position contre le monde entier, qui avait dit que Laurent Gbagbo était le dictateur qui a perdu l'élection présidentielle, qui s'est maintenant au pouvoir, vaille que vaille, et nous disons, nous, à Ivoire Business, que non, c'est faux. Laurent Gbagbo a bel et bien remporté l'élection présidentielle. On s'est rappelé de ce reportage d'Ivoire Business qui a été repris par Mediapart et la Cour pénale internationale, qui montre les violences post-électorales au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis ce jour-là, je suis dans le collimateur des autorités ivoiriennes. Il faut le dire. Il ne faut pas attendre. Des autorités ivoiriennes, celles d'Alassane Ouattara, installées par l'Élysée et Nicolas Sarkozy. Absolument. La preuve. Un de mes journalistes, Désiré Oué, a été abattu chez lui à domicile devant sa femme et ses enfants en 2013 par des escadrons de la mort. Le gouverneur Alassane Ouattara n'a jamais fait la lumière sur cette affaire. Je profite de l'occasion de le plateau pour saluer sa mémoire. Il a été tué et tous les Ivoiriens le savent. On a fait des grandes marches ici, on est parti à l'Élysée, on est parti partout ici en France pour dire qu'il faut que toute l'administration soit faite sur son assassinat. À ce jour, rien n'a été fait par les autorités ivoiriennes. Donc c'est pour vous dire que on ne raconte pas des histoires, c'est la réalité. On a l'impression que lorsqu'on touche aux intérêts de certaines personnes en Côte d'Ivoire, on doit être mis à mort. Il y a un journaliste français qui a été aussi assassiné comme ça en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, on attend que lumière soit faite sur sa disparition. Tout comme il y avait un intellectuel français qui dénonçait la France à Côte d'Ivoire. Il s'appelait Philippe Raymond, qui a été assassiné. Lorsque le Alors l'affaire Guy André Kiefer, en fait, en Côte d'Ivoire, vous parlez du journaliste français qui était mort en Côte d'Ivoire. On avait, à l'époque du président Laurent Gbagbo, on en parlait tous les jours dans la presse ivoirienne. Même le président Alassane Ouattara disait, quand je serai au pouvoir, je ferai toute la lumière sur cette affaire. Aujourd'hui, depuis 2011, il est aux affaires et l'affaire est enterrée. Ça veut dire qu'il faut chercher du côté du pouvoir en place. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne peut pas être le frein à la manifestation de la vérité concernant l'affaire Guy André Kiefer. Mais plutôt les autorités ivoiriennes qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité soit su. Vous voyez, le temps permet de savoir qui a réellement fait quoi.
Alors, une autre phrase que j'ai découverte ici, le 31 juillet 2013, à Clichy-sous-Bois, vous aviez rencontré quelqu'un d'important pour la France. Vous lui avez soumis une doléance qui a porté ses fruits. De quoi s'agit-il? Alors, avant ça, le président François Hollande, l'ancien président de la République française, qui effectivement m'avait fait l'honneur de participer à sa campagne présidentielle victorieuse de 2012. Et donc, rapidement, quand j'ai créé le RPCIAC, mon parti politique, je suis le premier leader ivoirien d'opposition à être reçu à l'Élysée. Mais il se dit que c'est pas vous qui étiez reçu à l'Élysée, que c'est votre maman qui était conseillère municipale dans une ville de la région parisienne, qui était invitée, vous a amené, vous en avez profité pour faire une photo avec François Hollande. Ah non, pas du tout. Dites-nous la vérité sur cette affaire-là. Alors, j'ai été reçu à l'Élysée. Vous étiez invité ou vous avez déposé une demande d'audience? J'ai déposé une demande d'audience à l'Élysée, oui, au président de la République, François Hollande, que je connaissais déjà. Je connaissais déjà tous les établissements français, puisque pendant la campagne présidentielle française de 2012, je voyais tout le monde. Et donc, c'est-à-dire qu'en tant que président du RPCIAC, j'ai fait une demande. Ça va être une promesse de campagne du candidat Hollande qui dit, quand je suis élu, je vous reçois, M. Fabé, à l'Élysée. D'accord. On en parlait parce que vous savez bien qu'on avait eu un problème avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, vous savez bien, voulait m'emprisonner parce que j'avais eu l'outrecuidance d'annoncer que, de déclarer que dans mon journal, que la Cour pénale, la CPI, voulait assassiner le président Laurent Gbagbo. Donc le président François Hollande, candidat à l'époque, s'était saisi de cette affaire. Donc ça nous avait rapprochés, on va dire. Donc, confirmez donc une fois pour toutes ici aujourd'hui que c'est pas votre maman qui était invitée à l'Élysée et vous l'avez suivi, c'est vous qui aviez demandé une audience à François Hollande, président de la République française, et il vous a reçu en tant que leader politique. Absolument. Je confirme que je n'accompagnais pas ma mère qui est, il faut reconnaître, l'ami du président François Hollande, qui m'a présenté à François Hollande. Je le reconnais, je ne dénie pas cela. Ça a aidé quand même. Évidemment. Ça a aidé que maman connaisse François. Mais évidemment, quand Yasmina Ognan en Côte d'Ivoire est élu député de Cocody, c'est parce que Georges Ognan, son père, a mis la main dans le cambouis. Quand John Kennedy a élu président des États-Unis d'Amérique, c'est parce que le papa Kennedy a mis la main dans le cambouis. Donc, quand Christian Vabé sera élu président de Côte d'Ivoire, c'est parce que maman Vabé a mis la main dans le cambouis aussi. Bon, voilà. Donc, c'est un atout. Et ça permet à nous, et je lance un message pour dire, on doit rendre hommage à nos parents. Parce que nous sommes un peu, quelque part, la fierté de nos parents. Quand on enfourche les pas de nos parents, mais c'est pour eux un moment de fierté particulier. Parce que beaucoup, on va dire, d'enfants privilégiés, je ne me considère pas comme privilégié, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir quand même quelques entrées. Mais ça permet effectivement, quand certains, Tidjane Thiam par exemple, le président du groupe, le prestigieux groupe financier suisse, Crédit Suisse, c'est le fils de Amadou Thiam, ministre du Fauboyer. Ben oui, ça peut aider. Bon, alors, voilà. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est pas son père qui l'a mis là-bas, non. Il est diplômé, de centrale, de polytechnique, d'économie. Donc, voilà. Donc, je suis dans le même moule pour dire que ce sont mes valeurs, ce sont mes compétences reconnues par tous aujourd'hui. On en doute. Comme je vous l'ai dit. Christian Vabé, quelque chose me perturbe un peu. Les chefs d'État africains font toujours des courbettes à l'Élysée pour être reçus afin d'acquérir une certaine légitimité. Alassane Ouattara était ici rencontré Emmanuel Macron il y a 1 mois et demi. Il se dit qu'il a fait du forcing pour être reçu par le nouveau président de la République française. Juste après lui, c'était Macky Sall, le Sénégalais. Il se murmure que Ali Bongo du Gabon fait des pieds des mains pour être reçu. Je suis sûr que vous êtes contre ce genre de pratique. Évidemment, je suis contre ce genre de pratique. Mais vous êtes tellement contre ce genre de pratique que vous-même, vous êtes allé chercher une légitimité à l'Élysée. Alors, je n'ai pas cherché une légitimité à l'Élysée, monsieur Jackie. Pourquoi? Simplement parce que en 2012, au moment où j'étais recherché à l'Élysée, la Côte d'Ivoire était dans une dictature implacable.
Est-ce qu'elle en est sortie? Elle n'en est pas encore sortie, malheureusement. Ah. Elle n'en est pas encore sortie. Donc le combat continue. Mais les partis politiques, les leaders en Côte d'Ivoire en 2012 étaient vraiment dans la quasi-clandestinité. Et donc, il fallait faire revivre la démocratie ivoirienne. Et quand je suis reçu... l'expliquer à François Hollande? Absolument, parce qu'à l'époque, il y avait un déficit de connaissances. Les Occidentaux, les Français, les Américains. Je vais vous confirmer que François Hollande ne sait rien de l'Afrique. Je prends la responsabilité de ce que j'ai dit. Avant d'être élu président de la République française, François Hollande avait à peine passé quelques heures en Algérie. Il ne savait rien de l'Afrique noire, il n'y avait jamais mis les pieds. Oui. Donc vous allez expliquer à quelqu'un qui ne comprend même pas de quoi il est question des choses de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Vous n'avez pas perdu votre temps. Non, pas du tout, puisque je suis parti avec les preuves. Parce que quand vous parlez à un leader politique français, il faut apporter les preuves de ce que vous avancez. Donc j'avais apporté tellement de preuves que, automatiquement, après mon passage à l'Élysée, une grande délégation du Fonds populaire de Laurent Gbagbo, à l'époque dirigée par le président Miaka Oroto, dont je salue ici la mémoire, était reçue à l'Élysée. C'était ma doléance pour dire, président François Hollande, vous me connaissez, je suis un jeune leader, mais je ne suis pas le principal leader politique en Côte d'Ivoire. À l'époque des faits, en 2012, c'était le Front populaire ivoirien. Il venait à peine donc j'avais reconnu effectivement que j'étais une alternative du futur, mais au moment donné, en 2012, l'appareil politique, le grand parti de position en Côte d'Ivoire, c'était le parti de Laurent Gbagbo, le FPI, qu'il fallait remettre en selle pour donner une chance à la démocratie ivoirienne. Alors, vous avez tour à tour été reçu à l'Élysée par François Hollande. Le résultat était quoi? Alors, le résultat aujourd'hui, c'est que le monde entier sait qui dirige la Côte d'Ivoire. On sait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toute la presse en parle, les médias en parlent, tous les leaders du monde entier en parlent, que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'a pas réussi à réconcilier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Aujourd'hui... Elle l'était déjà hier. Même au temps de Laurent Gbagbo, elle était divisée. Alors, Alassane Ouattara avait dit, quand je serai au pouvoir, je vais réconcilier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera un pays prospère, un arbre de paix. Je vais créer des emplois pour tout le monde. Les paysans vont être les plus riches. L'armée sera pacifiée et réunifiée. Les routes seront cimentées, il y aura de l'eau dans chaque chambre, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une poudrière à ciel ouvert. Vous savez bien que je ne vous apprends rien, Jackie. Tous les jours, ça tire en Côte d'Ivoire dans tous les sens. Et ça passe dans les grands médias. On ne peut plus le cacher. Le cacao ivoirien, 15% du PIB, 50% des recettes d'exportation, a connu une chute brutale de 40% sur les cours mondiaux. Et le prix acheté aux paysans ivoiriens a chuté de 1100 francs CFA à 700 francs CFA, alors qu'Alassane Ouattara, le grand financier, avait promis effectivement de rendre les paysans ivoiriens riches. Mais il les a appauvris aujourd'hui. Et pire. Je vais revenir sur Alassane Ouattara. Dites-moi, ce monsieur qui avait été choisi par feu Félix Houphouët-Boigny sur ses compétences d'économiste, n'avait déjà rien apporté, selon les Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire du temps où il fut Premier ministre pour redresser l'économie de votre pays. Comment est-ce qu'on a pu croire en lui lorsqu'il déclarait qu'il allait tout arranger en arrivant en tant que président de la République? C'est une affaire de copains et de coquins. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'Alassane Ouattara, c'est l'ami personnel, intime de Nicolas Sarkozy. Lui-même le disait. Dans le monde entier, parmi les 5 personnes qui comptent dans ma vie, figure le président Nicolas Sarkozy. Donc c'est une affaire de copains. Il a fallu coopter un copain. Il a fallu que vaille un copain soit président de la République, comme on le lui avait promis. Et donc pour cela, il fallait que Laurent Gbagbo, qui était la bête qui voulait effectivement, qui avait eu l'outrecuidance de parler de rapport à égalité, qui avait eu l'outrecuidance de parler de revoir le franc CFA. C'est-à-dire qu'il faut que la gestion de la monnaie du franc CFA incombe aux Africains eux-mêmes. Il était devenu un danger. Laurent Gbagbo n'avait pas, eux-mêmes le disaient, il n'avait pas le costume taillé pour être président de la République. C'était quelqu'un qui ne rentrait pas dans le moule. Donc c'était vraiment la cible toute désignée. Voilà pourquoi, comment est-ce que Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire? Parce qu'il avait les réseaux, il avait les amitiés, il était introduit. Et il faut savoir qu'à l'époque, il va bien n'existait pas. Et donc mon journal a permis effectivement de rétablir l'équilibre en matière d'information. Vous savez savoir qu'Alassane Ouattara était la personne qui influençait les médias internationaux.
Parce que Laurent Gbagbo, il faut le dire, lui-même le reconnaît. Les médias internationaux, il faut dire les médias français, appelons le chien par son nom. Soyez courageux, vous êtes un homme politique d'envergure. Oui. Soyez courageux, dites les médias français. Car en dehors des médias français, que je ne veux pas citer sur JMTV+, connaissez-vous beaucoup de médias dans le monde entier qui parlaient d'Alassane Ouattara à l'époque? Non, c'est les médias français en général. Alors, mais Alassane Ouattara, c'était un ancien directeur du Fonds monétaire international à Washington, qui avait quelques contacts. On sait que le président Ouattara, avec des grands financiers américains, ont des connexions, vous comprenez? Je ne citerai pas des noms pour ne pas... Bon. Alors, on a peur de les citer, mais on ne cite pas les contemporains. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que c'était vraiment l'homme de la haute finance internationale, l'homme du moment. Et on va dire que c'était pas difficile pour lui de faire partir, on va dire, le leader national charismatique de Côte d'Ivoire qui n'avait pas de grands contacts à l'étranger et sur qui tout le monde pouvait tomber à tout moment. Et donc, nous, avec nos maigres moyens, on a permis effectivement de dire au monde entier, est-ce que vous connaissez très bien la personne qui venait imposer encore aux Ivoiriens? Voilà. Aujourd'hui, notre combat est en train de payer. On a l'impression, en regardant les pays d'Afrique, que l'Europe transfère son fonctionnement et son histoire en Afrique, dans la mesure où on sait aujourd'hui que la royauté suédoise est d'origine française. Plusieurs royautés en Europe ne sont pas originaires de ces pays. La royauté anglaise est d'origine allemande. Allemande, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des doutes sur la nationalité d'Alassane Ouattara. Au Gabon, il y a des doutes sur les origines d'Ali Bongo. Au Congo, on a des doutes sur les origines de Kabila. Même au Togo, à côté de vous, on a des doutes sur les origines d'Ignasimbe. Pour vous, Christian Vabé, leader politique, est-ce qu'Alassane Ouattara est ivoirien d'origine? Il est ivoirien. Est-il ivoirien d'origine? Est-ce que vous aimez le poisson? Ah oui, j'aime beaucoup le poisson. Vous essayez de le noyer là? Ah non, pas du tout, je vous explique. Parce que, on a dit... Ouattara est d'origine alors, je viens. On a dit, la personne qui est élue président de la République à l'issue des accords de Pretoria, avant il y avait Ouagadougou, il y avait Accra, l'élu devait changer automatiquement la constitution pour effectivement que cette affaire de nationalité de tout cela n'existe plus. Quand Ouattara prend les rênes du pouvoir en 2010, ce n'est pas sa préoccupation. Donc la personne même qui est concernée par la nationalité, entre guillemets, douteuse, ne se préoccupe pas lui-même de sa propre nationalité. Chers téléspectateurs de JMTV+ et de ses partenaires, vous constatez bien, j'ai posé la bonne question. Il a donné ses réponses. À vous de vous faire vos idées à la maison. Voilà, tout simplement. Non, il faut qu'on soit clair. Je reconnais que Ouattara a une nationalité qui a été mise en doute publiquement. Et que le président Laurent Gbagbo a levé... On ne parle pas de Laurent Gbagbo. Non. On parle de vous. Pour vous, oui. Est-il d'origine ivoirienne? Vous savez, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Les Ivoiriens ont fait... Ça intéresse mes téléspectateurs. Oui. Ça intéresse mes téléspectateurs. Est-ce que pour vous, Alassane Dramane Ouattara est d'origine ivoirienne? Oui ou non? Oui ou non? Il n'est pas d'origine ivoirienne. Enfin! C'est un Ivoirien. Enfin! Il est ivoirien de plein droit. La constitution de votre pays dispose. Lui-même l'a dit. Dispose qu'un non-ivoirien d'origine ne peut pas présider du pays. Jackie, Alassane Ouattara lui-même a reconnu. Oui. Avoir servi le Burkina Faso en tant que vice-gouverneur de la BCAO. Vous avez peur pour votre peau en France? Non, pas du tout, pas du tout. Alors donnez des vraies réponses. Je vous dis simplement que aujourd'hui les Ivoiriens sont fatigués. Non, ils doivent pas être fatigués. Parce que le combat est là. Hein. Non. Voilà, le combat est... Et la justice, votre pays aspire à de la justice, n'est-ce pas? Absolument. Et la justice doit commencer à la base. Si vous tronquez la justice, vous n'aurez jamais la justice. Alors, vous venez de me dire que vous reconnaissez que ce monsieur n'est pas d'origine ivoirienne. Cela signifie qu'il n'aurait jamais dû présider aux destinées de votre pays déjà. Selon la constitution de 2000. Selon la constitution. Selon la même... Quand on est ivoirien, oui, qui a bénéficié d'une autre nationalité, on n'est pas éligible, selon la constitution de 2000, votée à 86% par le peuple de Côte d'Ivoire, y compris Alassane Ouattara lui-même. Moi, je vais vous dire ce que je sais. J'ai des amis au Burkina Faso. J'y avais été invité il y a 4 ans. J'ai pu vérifier certaines choses. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à l'âge de 26 ans,
était voltairien. Je l'ai vérifié au Burkina Faso. J'en prends la responsabilité. Si M. Ouattara n'est pas d'accord, j'irai bien répondre devant sa justice en Côte d'Ivoire ou française, car je suis français de ce que je déclare. Alors si vous, Ivoiriens, vous n'êtes pas capable de le dire... On est capable. Je vous l'ai dit. Alors, que Alassane Ouattara lui-même a reconnu avoir servi le Burkina Faso en tant que Burkinabé à l'époque voltaïque. Je l'ai dit, j'ai peur de rien. Alors, on va rester dans votre constitution. J'ai dit, les Ivoiriens aujourd'hui ont des challenges. Ils sont fatigués. Ils ne mangent pas, ils n'ont pas un repas par jour. Dans la même constitution. Le paysan ivoirien s'est effondré. Oui. L'insécurité en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne travaillent pas. Les jeunes filles ivoiriennes se prostituent. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Les étudiantes ivoiriennes aujourd'hui, je vous dis... Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que j'ai fait, vous allez comprendre que ce problème-là, je le maîtrise. Donc c'est pour vous dire il y a quelques années, j'étais derrière une caméra pour tourner le documentaire Les filières africaines de la prostitution. C'est moi qui étais caché derrière la caméra, donc je sais de quoi vous parlez. Ça, je me dis que c'est plus important. Bon, voilà. Alors, toujours dans votre constitution, qui avait été modifiée peu avant le décès de Félix Houphouët-Boigny, il était écrit que le président de l'Assemblée nationale est la personnalité qui assurerait l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Absolument. Nous savons qu'à la disparition de Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara traîna les pas pour aller rendre allégeance au nouveau chef d'État qui était Henri Konan Bédié. En faisant cela, il violait la constitution de la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Comment expliquez-vous le fait qu'il n'a jamais été inquiété pour cela? Il faut demander à Konan Bédié, c'est lui qui était présent à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes leader politique, donc dites-moi, à votre avis, pourquoi n'a-t-il pas été inquiété? C'était un choix politique de Konan Bédié, tout simplement. Ça veut dire que Konan Bédié a échoué quelque part d'entrée, il avait échoué. Bien sûr, il a échoué, ça c'est clair. Il a échoué puisque après il a été victime d'un coup d'État militaire en 99. Ça veut dire que c'était un échec de sa politique, parce que Alassane Ouattara avait carrément défié la Constitution à l'époque, avait défié son pouvoir à l'époque, et après il s'est retrouvé, voilà. Donc c'était Konan Bédié qui était président de la République, c'était une erreur, il aurait fallu effectivement marquer le coup à cette époque, mais il y a eu une double erreur, puisqu'après le même Konan Bédié s'est allié à Ouattara, qui a violé la Constitution de son pays. Voilà, en 2010, comment dirais-je, Konan Bédié s'est allié à Ouattara en 2005 déjà, en 2005 dans le cadre du rassemblement des oufouettistes qui arrivent au pouvoir ensemble en 2010, dans les conditions que l'on sait. Et puis aujourd'hui où je vous parle, c'est le divorce. C'est le divorce. Donc dans votre pays, on a l'impression qu'il manque d'hommes qui ont du cran. Car lorsque Laurent Gbagbo arrive, il permet au même à Alassane Ouattara de continuer à foutre, pardonnez-moi d'être grossier, le bordel. Laurent Gbagbo était un homme de paix. Un homme de paix qui veut la paix, mais pas la guerre. Il voulait, ouais, ça c'est clair. C'est pas moi qui le dis. Mais il a reconnu que le pays n'était pas armé. Il a été laxiste. Le pays n'était pas armé. Est-ce que Gbagbo a été laxiste pour vous? Je ne peux pas le dire, mais je dis que le pays n'était pas armé et il voulait la paix. Vous avez bien dit qu'il veut la paix, il ne peut pas la guerre. On n'avait pas d'armes, on avait lancé effectivement une vaste opération pour équiper nos forces de défense et de sécurité. Ça avait traîné jusqu'à ce que la rébellion forme la Côte d'Ivoire en 2002. Le chien par son nom pour une fois. Laurent Gbagbo a demandé de l'aide à la France avec qui la Côte d'Ivoire a des accords entre guillemets militaires. Et la France a traîné les pas. Ouais. On est d'accord? C'est vrai ou faux? Absolument, absolument. Alors, ne pouvait-il pas se retourner vers quelqu'un d'autre? Pas que la France. Il a fait, puisque la Côte d'Ivoire, c'est comment dirais-je, c'est équipé en armement militaire. Mais ça en a mis du temps. Auprès de l'Angola. Ça en a mis du temps. Oui, c'est clair, ça a traîné un peu. Et voilà, on a été attaqué, on n'était pas vraiment équipé, ça en a mis du temps. Et ça nous servira. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de nouvelle génération. Est-ce que l'idéalisme de Laurent Gbagbo ne l'a pas traîné dans sa chute? Bon, vous savez, Laurent Gbagbo n'est pas Dieu. C'est un être humain, il peut faire des erreurs. Il a eu beaucoup de succès parce qu'il a beaucoup aimé son pays. Il a fait la paix avec Henri Konan Bédié. Il a fait la paix avec Alassane Ouattara. Il a rassemblé les Ivoiriens. Même le général Robert Gueye qui a voulu voler son pouvoir, il est parti le chercher dans son village pour dire bon, on fait la paix. Les grandes réunions, rencontres nationales pour la réconciliation avaient eu lieu en Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il fallait. Vous avez fini par me faire pleurer en me faisant croire que c'est l'histoire de Jésus. Il a fait du bien, mais il a été quand même tué. Alors, un homme politique a forcément des casseroles. Ne peut pas être Jésus.
il a forcément des casseroles. Mais je dis, si ça avait été moi, Christian Babé, aux affaires, j'aurais peut-être fait les feux différemment. Certainement. Après, ça dépend de sa conception, de la politique, des affaires, du pouvoir, etc. Chacun a sa petite touche. Je veux dire, ce sont les événements qui arrivent dans notre pays qui font qu'on prend conscience et puis on rectifie ou pas le tir sur le sujet. Il y a des choses que j'aurais prises volontiers chez Laurent Gbagbo. Par exemple, sa capacité à rassembler le pays, la nation, à parler aux Ivoiriens, aller partout. Ça, je l'aurais pris chez lui. Mais... Barbo Kafissa. Heureusement. Barbo Kafissa. Heureusement. C'est ça qu'on dit chez vous aujourd'hui. Barbo Kafissa. Mais je n'aurais pas pris tout. Heureusement. Parce que en tant que jeune, je ne dois pas prendre tout chez les anciens. Sinon, je n'innove pas. Maintenant, que si je n'aurais pas pris, prions, quand un jour on sera aux affaires, on en parlera. Je veux que vous me teniez une promesse devant cette caméra, que lorsque cela sera possible, j'irai poser ces mêmes questions à Laurent Gbagbo personnellement. Car il faudrait bien qu'il s'explique un jour. Il a été trop Jésus. Hein? Vous prenez l'engagement que vous m'amènerez le voir. Hein? D'accord. Ok. Il sortira d'un jour. Oui, forcément. On ne va pas l'enfermer à vie pour rien. Mais il se dira bientôt. Parce que là, M. Gbagbo est en les avocats même de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Mignat et Maître Benoît, Jean-Paul Benoît, ont clairement dit que tout ce qu'ils espèrent, c'est que quand Gbagbo Laurent sortira, il n'ira pas faire des meetings à Abidjan. Et même, au moment où je vous parle, l'avocat du RDA, le parti de Alassane Ouattara, a dit les pro-Gbagbo peuvent déjà se réjouir parce que le dossier est tellement vide que forcément on libérera Laurent Gbagbo. Donc, nous savons tous que Laurent Gbagbo sera libéré. Et donc, ça veut dire que c'est l'aboutissement de notre combat. On a combattu pour que la vérité éclate. Et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'est notre leader naturel. C'est un peu le Mandela de Côte d'Ivoire, c'est le Gandhi de Côte d'Ivoire. Non, arrêtez de vous l'approprier. Non, c'était je veux dire que je connais plein de Camerounais qui disent c'est le Mandela du Cameroun aussi. Bon, de l'Afrique. C'est pas un Ivoirien, on va lui enlever ses lunettes. Voilà, de l'Afrique. Je vais en profiter pour remercier Maître Zoko Seri qui a demandé qu'on me transmette son numéro de téléphone afin que j'aille le voir. J'espère que tu me fileras de quoi mettre l'essence dans la voiture pour aller le voir à Bruxelles bientôt. Absolument. Voilà, j'ai pas de sous. GMTV+, c'est indépendant, ça n'a pas d'argent. Hein. Donc j'ai besoin d'argent pour faire mes reportages, mes interviews, si vous en avez. Merci de m'en donner un peu. Au lieu de boire 2-3 bières à Châteaurouge, envoyez-moi un peu de sous. J'en ai besoin pour mon essence. Voilà, le coup de gueule est passé. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, les ennemis de Laurent Gbagbo d'hier, hein, ceux qui s'étaient réunis pour bouter Gbagbo dehors, semblent en train de former des coups de poing pour se rentrer dedans. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire entre le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié? Dites-moi ce que vous en savez. Vous savez, c'est une affaire intérieure RHDP, mais je vous en parlerai volontiers. Oui, je veux bien savoir. Alors, nous voulons il se passe aujourd'hui que Guillaume Soro, le fameux Guillaume Soro. Le fameux Guillaume Soro. C'est le président. C'est un vrai Français. C'est le président. Dans tous les mauvais coups, Guillaume Soro. C'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Membre du RDA d'Alassane Ouattara. Oui, qui complotait d'ailleurs avec Djibril Bassoul, mon ami, pour vendre la Côte d'Ivoire. Qui vient de quitter le RDR avec armée bagage, avec 40 députés. Il a créé un mouvement encore, le mouvement des Soroïstes, MDS. Soroïstes. Bon, alors, donc, entraînant avec lui, Henri Konan Bédié, les piliers du rassemblement. Le jeune Guillaume Soro qui a à peine 50 ans a entraîné avec lui Henri Konan Bédié qui en a 83 dans son papa. Alors, on va dire que qui a entraîné qui. Bon, peu importe, aujourd'hui, il file. De parfait amour. Absolument. Bah, pas le au point que le président Henri Konan Bédié dise que Guillaume Soro est son protégé. Son protégé. Voilà. Et donc, ça veut dire que Guillaume Soro aujourd'hui fait une alliance avec Henri Konan Bédié. Avec Henri Konan Bédié ou bien avec le PDCI? Avec. Bon. Henri Konan Bédié, c'est le PDCI. Le président Henri Konan Bédié, vous savez quand je parle. Je ne sais pas. Même si je sais, les téléspectateurs le savent. Voilà pourquoi je pose la question. Alors, avec le PDCI, puisque Henri Konan Bédié, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Dimanche, j'étais à l'aéroport. Il y avait des représentants officiels de Guillaume Soro qui étaient à l'aéroport. Le président Alassane Ouattara était en visite officielle en Sierra Leone. Aucun membre de son parti, aucun membre du gouvernement de Alassane Ouattara n'était présent à l'aéroport, mais ceux de Guillaume Soro y étaient. Ça veut dire ce que ça veut dire. En même temps, le RHDP, l'Alliance
Ouattara, Bédié, c'est fissure au point que il y a une limogeage en cascade. Limogeage. Limogeage, on a limogé des grands cadres de l'administration ivoirienne, des ministres du gouvernement. Qui, par exemple, donnez-nous. Alors, le neveu de Henri Konan Bédié, Niamey Ngoran, président de l'inspection générale d'État. C'est une institution de la République de Côte d'Ivoire. A été limogé brutalement. Le fils d'Henri Konan Bédié. Limogé par Alassane Ouattara. D'accord. Qu'il a convoqué, bon après, je ne reviens pas là-dessus. Le propre fils d'Henri Konan Bédié, Patrick Bédié, conseiller financier à la présidence, a été limogé. Ils ont maquillé cela par... on l'a mis à la primature, bon, vous comprenez? Il est à la primature voilà. Quand même. Le président de la région du handball, Jean-Louis Billon, a été brutalement limogé. Proche de Bédié aussi. Proche de Bédié aussi. Il y a beaucoup de limos. Le directeur général de la LONASI, on va dire que c'est un peu l'agence nationale des jeux, proche de Guillaume Soro qui a été limogé. La présidente du Haut Conseil du Café Cacao, la puissante directrice Touré Lys, comment dirais-je, président du directeur général du Conseil du Café Cacao, a été limogé, on l'a dit proche de Guillaume Soro, etc., ou bien de, bon, elle ferait les frais de cette désamour qu'on vient de raconter. Ça ressemble à s'y méprendre à l'histoire de quelqu'un, un autre éléphant qui a été des États-Unis avec la trompe. Hein, ça c'est le limoge autour de lui tous les jours. Voilà, le RDR est seul aujourd'hui aux affaires, parce que ses alliés sont tous partis. Avant le RDR, avant Guillaume Soro, l'UDPC de Mabrit Touakeus a quitté le gouvernement et l'alliance. Bon, après, ils ont essayé de combattre les braises, mais il a quitté le gouvernement brutalement parce que, voilà, il ne s'attendait plus. L'UPCI de Niamey Ngoran, l'UPCI, le ministre Niamey, a quitté le gouvernement. Aujourd'hui... Ah, lui, il n'a pas été limogé, il a quitté. Ouais, il a quitté le gouvernement. Mabrit Touakeus a quitté le gouvernement. On sait très bien qu'il y avait des désaccords. On l'a quitté ou bien il l'a quitté? Ils ont été quittés, il faut le dire. Il faut le dire. En Côte d'Ivoire, on ne quitte pas le gouvernement. Vous savez comment ça se passe? On ne quitte pas la nourriture. On ne quitte pas la nourriture, vous l'avez tout dit. Et c'est ce que nous combattons justement. On veut, nous, quand nous serons aux affaires, en 2020... On l'espère, hein? Ah, je vous le dis. Parce que... J'ai dit aux Ivoiriens que l'opposition sera aux affaires en 2020. Je vois que le Konan Bédié Soro, ils se trouvent déjà aux affaires. Ils n'incluent même pas dans le scénario. Vous savez pourquoi ils se font aux affaires? Pourquoi? Ils ont un peu trop écouté Charles Aznavour. Ils se voient déjà. Voilà. Peut-être. Mais nous, bon, nous organisons. Oui. L'opposition pro-Babo s'organise. C'est nous qui serons aux affaires. Pourquoi? Parce que nous avons le peuple avec nous. Pourquoi? Parce que le régime a échoué. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont faim. Pourquoi? Parce que l'armée aujourd'hui est en déliquescence. Pourquoi? Parce que les paysans ivoiriens n'ont plus rien à manger. Vous n'êtes pas un meeting politique ici? Non, je ne suis pas un meeting politique. Vous dites que vous avez le peuple à vous. Je vous fais remarquer que vous aviez le peuple à vous hier. Quand même, hein? Bah, vous savez qu'il y a une grande conspiration internationale qui a fait partie... Non, il faut arrêter de dire international, il faut dire la France. N'ayez pas peur de dire la France, car nous savons tous aujourd'hui que ce sont les militaires français qui ont renversé Laurent Gbagbo. Et les casques bleus de l'ONU. Ayez le courage de le dire. Les casques bleus de l'ONU. Les casques bleus de l'ONU. L'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est 5 pays, point final. Alors, l'ONU, ça veut dire quoi? Il a fallu une résolution. L'ONU, c'est les États-unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Il a fallu une résolution de l'ONU. Quelle résolution? Pour que les forces Franck Licorne, de Nicolas Sarkozy, s'en prévalent. Arrêtez d'affaire injustement pour aller bombarder le palais présidentiel d'un président démocratiquement élu. Vous me prêchez ce que je sais. Voilà. Mais j'attends de vous que vous soyez honnête et direct. Mais on a l'impression que vous attendez quelque chose des autorités françaises. Ah non, pas du tout. Bah, je vous alors, je suis le leader politique ivoirien, oui, qui a clairement dit tout ce qu'il avait à dire au président François Hollande. Oh, c'était un président sans en être un, vous le savez bien. Alors, mes déclarations sont encore là. Parle pour moi. Au début, les gens m'ont dit, oh, il ne parlera plus. Les terroristes à l'Élysée, il va s'éteindre. J'ai toujours parlé. Mes déclarations sont là, vivantes. Bah, attendez, Christian Babé, c'est pour vous dire que... Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf, dans la mesure où nous savons très bien que ceux qui font la pluie et le beau temps en Afrique, à la tête des États, sont les multinationales style Bolloré, Total et tout. Lorsque vous avez prêché à François Hollande, le pauvre, il ne connaît même pas l'Afrique, lui et Bolloré lui dit, va au Cameroun, dit que je veux le port, il se lève pour 4 temps, il y va. Vous allez prêcher à un représentant commercial. Les vrais, ceux qui tiennent les ficelles sont derrière. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'adversaire financier?
finalement? Est-ce que vous ne trouvez pas d'interlocuteur quelquefois? Non, non, nous on a toujours compté sur le peuple ivoirien. Alors, non, ben, vous pas le peuple ivoirien, vous allez voir, c'est François Hollande. Je vais aussi voir le peuple ivoirien. Je suis dans les rues. Et les multinationales qui coptent mon parti a fait des centaines de marches dans le monde entier, y compris en Côte d'Ivoire, avec nos alliés au sein de la CNC. Vous aimez le poisson, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous préférons d'abord être proches du peuple. Mais pour être proche du peuple, nous faisons juste remonter les aspirations du peuple aux décideurs du monde. Mais il y a pas de doute là-dessus que vous êtes proche du peuple, Christian. Mais lorsque vous allez voir François Hollande, j'ai vu que vous avez vu aussi Claude Bartholone, vous avez vu toutes ces... Tout le monde, tous les ministres... Bien, je reformule ma question maintenant. Et je veux m'appuyer sur les propos d'un homme qui a été collaborateur de François Hollande, un homme qui a installé Emmanuel Valls à Évry, un homme qui a conseillé Feu Mars Gallo qui vient de nous quitter, un homme qui a fait tomber Jacques Médecin dans la mafia du Var. Il s'appelle Bernard Bagard. Il était assis là à votre place il y a 3 semaines. C'était le 15 dernier, il y a 2 semaines. Et il tient ce genre de propos. Il dit qu'aujourd'hui, les hommes politiques français sont dépassés car les multinationales maîtrisent l'Afrique mieux qu'eux. Il me l'a dit dans une interview que j'ai diffusée, je vous enverrai le lien. Il me dit qu'aujourd'hui, Total et Bolloré connaissent mieux l'Afrique que les hommes politiques français. Lui qui connaît très bien François Hollande, j'ai des photos de François Hollande assis dans son salon avec son fils Thomas dans les mains, me dit Hollande ne connaît rien de l'Afrique. De toute sa vie politique avant d'être président, il a été en Algérie quelques heures ou quelques jours. C'est le seul pays qu'il a visité. Aujourd'hui, vous allez voir François Hollande, alors que ceux qui tirent les ficelles sur le terrain s'appellent Bolloré, s'appellent Total, s'appellent les filiales de cacao. Est-ce que vous vous trompez pas d'interlocuteur? Voilà ma question qui est claire, chers téléspectateurs. Alors, on va aussi voir Bolloré, on va voir Total, on va voir tout le monde. On ne s'élimine pas à François Hollande ou au décideur ou Macron. Je n'ai aucun texte qui explique que vous avez vu Bolloré. Hein? Bon, c'est pas tout comme sur la place publique. Vous savez que la politique, c'est une affaire très compliquée. Mais je vous dis, et je parle aux téléspectateurs, ils sont là. Nous sommes allés voir tout le monde, toutes les grandes entreprises françaises, africaines, américaines, etc., etc. Bientôt, vous aurez les images. C'est pas les images. Voilà. Donc, je souhaiterais bien. Voilà, vous aurez les images. Je souhaiterais même vous suivre quand vous allez voir quelques-uns parmi bien sûr, bien sûr. Car je voudrais bien interroger. Ah, puisque maman est copine de François Hollande, je souhaiterais bien aller l'interviewer. Maintenant, il a quitté la présidence, il peut parler, François Hollande. Ben, avant nous aussi on parlait. Il ne faut pas croire que nous ne parlions pas, nous parlions directement au président François Hollande. J'aimerais bien lui demander à François Hollande qu'est-ce qu'il a posé comme geste pour sortir la Côte d'Ivoire de sa terre. Alors, moi je vous dis, quand j'étais reçu à l'Élysée, oui, le président de la République François Hollande m'a dit, c'est à vous les Ivoiriens de vous libérer vous-même. Et il vous a dit comment il fallait faire? Ben, ça c'est de ma responsabilité en tant que leader. Je ne prends pas mes ordres à l'Élysée. A-t-il retiré l'armée française de Côte d'Ivoire? Non, vous savez bien. Ah, d'accord. Bon, maintenant, c'est à vous les Ivoiriens, sauf que si vous vous levez, c'est l'armée française qui vous défie. Maintenant, vous savez que le peuple est souverain. Aucun peuple n'a jamais été soumis, quand il est debout, par aucune puissance. Foutez l'impérialiste. Ah bon? Oui. Donnez-moi un exemple. Le peuple a été debout chez vous et il faisait barrage. Donnez-moi un exemple dans l'histoire. Il n'y a pas. Quand un peuple est debout, voulez-vous donc dire que le peuple ivoirien n'est pas debout alors? Puisqu'il a jusqu'alors, le peuple ivoirien n'avait pas été suffisamment debout. Vous savez, dans mes déclarations, j'ai toujours dit, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure a sonné, prenez la rue, parce que je savais que notre libération dépendait de nous-mêmes et non de l'Élysée, de Washington, de l'ONU. Vous savez, quand on rencontre les leaders du monde, c'est parce que c'est eux qui décident, il faut les côtoyer. En grand, on s'y rencontre pour parler. Mais à la fin de la journée, chacun va rendre compte à son peuple. Moi, quand je rencontre les leaders du monde, après je vais rendre compte à mon peuple. Je parle à mon peuple. Je prends les aspirations de mon peuple. Et je dis à mon peuple, le moment est arrivé de sortir. Dans toutes mes déclarations, j'ai toujours dit, peuple de Côte d'Ivoire, lors de la présidentielle de 2015, j'étais le seul à dire, pour empêcher cette élection présidentielle de 2015, il faut que le peuple ivoirien prenne la rue. J'étais mis en minorité au sein de la CNC. On a dit, on va faire un boycott actif, chacun, on va boycotter, on sera chez nous à la maison. C'est vrai, personne n'allait voter. Cette élection présidentielle a été... le taux de participation était de 10%, tout le monde le sait.
Il y a eu 3 résultats en 3 jours, avec 30 de participations différents. Mais si le peuple était sorti dans les rues pour bloquer cette élection, il y a eu quelques villes où le peuple est sorti. Mais c'est cela. Je me réjouis aujourd'hui que les Ivoiriens aient compris. La classe politique ivoirienne ait compris que c'est vrai, on peut boycotter, mais quand le régime de Ouattara va sur les chaînes étrangères avec des espèces sonnantes et trébuchantes pour dire voilà les résultats officiels, et on publie des faux résultats, vous voyez, on vole la victoire du peuple. La seule façon de ne pas voler, en Afrique, hein, ben voilà, la seule façon de ne pas voler la victoire du peuple, c'est que le peuple empêche une élection, bloque un processus, etc. etc. Vous vous rappelez en 2000, oui. Quand le général Guy Robert a dit c'est moi le président de la République, l'homme a dit peuple de Côte d'Ivoire, on a volé votre victoire, prenez la rue. Le général Guy Robert a fui. Et le peuple a pris son pouvoir. Et son président élu, Laurent Gbagbo, a pu porter serment. Je crains quand même que dans votre pays, comme dans le reste de l'Afrique, que le peuple prenne le pouvoir et n'en fasse rien un jour. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous êtes très bien habillé. Merci. Merci. C'est beau, hein? Bah écoute, j'ai vécu un peu en Angleterre, vous savez. J'ai un peu un style anglo-saxon. Si je faisais votre taille, je vous aurais arraché votre costume. Il n'y a pas de problème. Après l'émission, je vous donne mon costume. Ah, merci. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens à Abidjan qui regardent ça, ou bien Yamoussoukro, ou bien Dalois, qui vous regardent et qui vont vouloir s'habiller comme vous. Merci, merci. Quelle catastrophe pour l'économie de Côte d'Ivoire de s'habiller en occidental. Car l'argent de l'Ivoirien sera envoyé à l'étranger pour acheter le même costume que vous. Vous aurez pu vous habiller en pagne, vous pouvez venir me voir. C'est vrai. De cette façon, vous aurez donné un message au peuple de Côte d'Ivoire, habillez-vous en ivoirien, que l'argent reste chez vous et développe le pagne et le bourrelant. Vous ne trouvez pas? Oui. Il faut commencer par changer les consciences. Vous ne trouvez pas que vous, les leaders africains, vous ne montrez pas le vrai chemin au peuple? La nouvelle génération va le faire. Ah ben vous êtes de la nouvelle génération, je vous moi je me suis beaucoup habillé. Parce que Laurent Gbagbo s'habille régulièrement en pagne. Quand vous voyez mes images, j'ai beaucoup de photos, je suis habillé en pagne ivoirien. Ah ben qui me sont, ou que j'achète avec des couturiers ivoiriens. La prochaine fois qu'il vient ici, s'il n'est pas en pagne, je lui arrache son costume en pagne. C'est mieux comme ça. Car je pense, le journaliste, malheureusement, il pose des questions, mais personne ne lui en pose jamais. Je pense que tout commencera par la prise de conscience des Africains. Le jour où l'Africain pensera à porter son pagne et son beau roulant, il enrichirait qui? L'Africain, comme lui qui a fabriqué ce beau roulant-là, il n'enrichirait plus, je vais citer des marques, Yves Saint Laurent ou Gucci ou consort. Ça commencerait déjà bien. Si, nous on est pour cela, on est pour... Dans notre programme, on parle de mettre en place une politique qui va favoriser effectivement les produits locaux, les couturiers ivoiriens, il faut que la couture ivoirienne soit mise en avant. Vous savez, dans une ancienne vie, j'étais l'un des promoteurs du coupé décalé. Vous savez, quand le coupé décalé avait été créé à l'époque par feu Doug Saga, qu'on a tous aimé, oui. J'étais le patron d'un journal qu'on appelait Planète Biz. Et c'est via mon canal que le coupé décalé a émergé dans le monde entier. Vous savez, la couture ivoirienne, ça me tient à cœur. La musique ivoirienne, l'art ivoirien, les producteurs, la nourriture ivoirienne, tout ce qui est fait de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui m'a toujours impacté, qui m'a toujours marqué, qui a été ma préoccupation. Aujourd'hui, en tant que leader politique, c'est resté intact. Au contraire, je suis approché, vous voyez, je rencontre les artistes, les musiciens. Je suis l'un des rares hommes politiques à rencontrer tout le monde. Parce que j'estime qu'un homme politique doit être dans le peuple avec toutes ses composantes. Pas seulement qu'avec les leaders politiques. Il faut être avec le chanteur, la couturière, la ménagère, le patriote, l'ingénieur. Il faut être avec tout le monde. Il faut être avec tout le monde. Vous avez certainement un message à passer au peuple de Côte d'Ivoire ou à la diaspora ivoirienne. Ils sont tous là. Vous devez leur passer votre message là. Alors, Ivoiriens et Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Je me tiens devant vous pour vous dire que notre combat pour la libération du président Laurent Gbagbo est en train de payer. Je me tiens devant vous pour vous dire que bientôt, le président Laurent Gbagbo va recouvrer la liberté. 2017 sera l'année de la libération du président Laurent Gbagbo. Il aura la liberté provisoire.
dans un premier temps. Mais croyez-moi, les choses vont s'accélérer. Vous voyez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le régime de Alassane Ouattara est un régime qui a montré sa limite. Le régime s'est effondré. L'armée de Côte d'Ivoire est divisée plus que jamais en différentes factions. L'alliance au pouvoir RHDP s'est effondrée. C'est l'heure des règlements de compte, des alliances et mésalliances. Les copains et les coquins, aujourd'hui, se tirent dessus. C'est vrai. C'est vous, les Ivoiriens, qui en prenez les pots cassés. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités en mettant en place un gouvernement de transition. La Troisième République n'a pas été votée par les Ivoiriens, a été un échec. On avait promis que la Troisième République ramènerait la paix, ramènerait le travail, l'emploi, la sécurité. Les paysans ivoiriens auraient enfin la reconnaissance de leur labeur. Toutes ces promesses ont été vaines. Les Ivoiriens aujourd'hui sont plus pauvres que jamais. La Côte d'Ivoire a reconstitué son stock de la dette avant initiative PPTE. La Côte d'Ivoire s'endette. Pour qui? Pour payer les mercenaires, les ex-chefs de guerre, les ex-militaires de forces nouvelles qui ont pris le pouvoir pour renverser Alassane Ouattara. Cela même aujourd'hui appelle le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir. Votre combat a payé. Tenez bon. Bientôt les mots vont suivre. L'opposition s'organise, la nouvelle coalition Ensemble pour la démocratie mise en place par l'opposition est à l'œuvre, est à l'ouvrage. Vous pouvez compter sur les leaders dont je fais partie, tous les autres leaders de la diaspora. 2020, l'opposition revient aux affaires. Il n'y a aucun doute, peuple de Côte d'Ivoire. Des mots d'ordre viendront. Nous sommes à vos côtés. Je vous remercie. Chers téléspectateurs de JMTV+, et de ses partenaires, merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur ce même plateau la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.